Faut-il avoir peur de l'élection américaine la semaine prochaine, d'un krach boursier évidemment? Même Trump lui-même a dit que s'il n'est pas élu, le krach boursier sera plus important que celui de 1929, au roi de la punchline. Et évidemment, comme on a à l'écran, tout le monde vous explique que, hey, qu'est-ce qui se passe? Les taux sont en train de remonter et personne n'en parle. Et les marchés continuent de monter. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, qui sont à un tournant. Et peut-être pas tant que ça. Et c'est ça dont on va parler un petit peu dans cette vidéo ensemble. Et on va commencer par le fait que la vidéo d'après, je fais toujours une analyse à peu près 40 ou 50 valeurs par thème. Et ce que je pense, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je pense que je vais partir là parce que on voit que à la moindre baisse de 1 ou 2%, alors le CAC 40, quand on regarde le CAC 40, évidemment, c'est un peu plus timoré que le reste. Mais si vous regardez le reste, voilà, on va baisser de 1 ou 2% éventuellement et tout de suite, voilà, c'est: «Oh mon Dieu, est-ce que c'est, le début de la baisse, le début de la chute, le gouffre, le krach?» et cetera. Il faut savoir un petit peu d'où on vient et on va un petit peu faire ce rappel-là pour voir quels sont les niveaux qui sont vraiment importants et quels sont les niveaux qui changent réellement la donne et qu'est-ce qui n'est au final que de la volatilité et qu'il faut accepter. On en parle depuis suffisamment longtemps qu'il va falloir se mettre à accepter plus de volatilité et ce même sur les indices. Et donc pour les personnes qui font des stratégies indicielles sur les ETF, c'est également accepter que on y va pour réduire la volatilité, mais éventuellement, quand vous vous concentrez pendant des années et que vous surperformez, en suivant et en faisant juste la moyenne du marché, c'est grâce à la concentration et à un moment donné, ça veut dire que vous allez avoir la volatilité en sens inverse. Il suffit de regarder le luxe, par chez nous et vous comprenez bien que tout n'est que cycle. Donc on regarde, premier point, à debunker un petit peu là, en anglicisme, c'est le 10 ans américain. Le 10 ans américain, vous voyez, on était, sur un plus haut ici au niveau de septembre, paf, on a fait patatras. Alors ça évidemment la 1re raison à laquelle tout le monde va penser, c'est de se dire: «Ouh là, les taux sont en train de remonter, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour les déficits, on va être asphyxié, ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans le crédit» et cetera. Bref, on peut le voir de plein de mauvaises choses différentes. Mais la seule raison, c'est de se demander pourquoi les taux avaient baissé. Pourquoi on avait les prix des obligations qui montaient donc jusqu'à maintenant? C'était essentiellement parce que le marché pensait à un ralentissement économique, OK? Et à partir de septembre, à partir du moment où vous avez la Fed qui baisse ses taux de 0,5, à partir du moment où on a un paquet de stats qui nous démontrent que oui, ça ralentit, mais pas tant que ça et voire même si on regarde sur le manufacturier, on pourrait même croire qu'on est un petit peu en bas de cycle et que ça peut remonter. Donc, il y a l'incertitude des élections américaines. Trump ou Harris, la problématique, c'est toujours la même chose. C'est il y a des promesses de campagne et il y a ce qui sera réellement fait derrière. Oui, Trump a le programme, on va dire, qui pourrait être le plus disruptif. Pourquoi? Parce que ça crée des incertitudes. C'est surtout ça que la bourse va détester. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il va vraiment créer ces incertitudes-là ou est-ce qu'il va être dans du prévisible? C'est toute la question, si vous voulez. Les droits de douane, et cetera, je vous avais dit déjà la semaine dernière que ce soit, Biden, Trump de 2016, Biden, de 2020, ou éventuellement Harris ou le Trump qui va arriver maintenant, la politique générale des US n'a pas tant changé que ça, hein. On continue de faire des droits de douane, on continue de faire tout un tas de choses, qui ont été amenées par, des républicains, des démocrates et on continue de pousser sur ce niveau-là. Le seul truc qu'on peut, juger un petit peu évidemment, c'est, sur les envolées lyriques, sur les insultes, voilà, c'est la campagne américaine forcément vue de notre monde, c'est un petit peu surréaliste. Le dernier coup de Trump qui arrive en camion poubelle parce que Biden, on ne sait pas si c'est le meilleur ami ou le pire ou le c'est un ami qui vous veut du bien un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, il faut avoir un peu plus de 20 ans. Mais en gros, voilà, on est sur ces aspects-là. Mais là, pour revenir à nos moutons, qu'est-ce qui se passe sur notre 10 ans américain? On est juste, en fait, de nous expliquer qu'il y a pas de ralentissement économique, on ne croit plus à la récession, donc on ne joue plus ce niveau-là. Donc on est revenu dans une neutralité et en fait, regardez la figure, c'est comme l'euro-dollar. La figure est large. Vous avez pas de décision. Tant que je casse pas ici, je suis pas en mode: «Ah oui, 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 on va se prendre la récession». Tant que je casse pas ici, je suis pas en mode: «Ouh là, le manufacturier, le cyclique va reprendre ses droits, la Chine va reprendre ses droits». Ça prend du temps tout ça, OK? C'est pas parce que vous baissez les taux, vous faites du stimulus que demain, pif paf pouf. Souvenez-vous les stimulus des postes subprime, il a fallu 4 ans.
Il a fallu 4 ans, 5 ans, minimum pour qu'on commence à voir dans les statistiques économiques que ça fonctionnait et pendant tout ce temps-là, évidemment, que c'est du pain béni pour tous les mecs qui vont cracher dessus, à vous expliquer que c'est le crack, ça marche pas et cetera. C'est eux qui vont faire les vues comme ça. C'est eux qui vont faire les clics, c'est eux qui vont se faire inviter sur les plateaux télé. OK? Et tout le monde s'en foutra dans 5 ans qu'ils se sont plantés et qu'il y a forcément des reprises économiques à droite et à gauche. On ne sait pas. Donc c'est juste de vous dire que ce qui est important, c'est de comprendre toujours que la normalité de la bourse, c'est les phases de construction. Et ça, construction, c'est copyright, hein. Vous n'allez pas le retrouver dans des bouquins. Je parle de construction parce que c'est pour moi, voilà, c'est l'imagination que j'en fais. Je suis en train de construire ma pattern, dont l'issue, vous voyez cette issue éventuellement, elle n'arrive pas avant éventuellement printemps-été 2025. Donc je suis potentiellement juste en train de créer beaucoup de volatilité, qui fait donc jaser et dire un petit peu tout et n'importe quoi. Mais in fine, j'ai pas évolué. Et pour les actions, pour moi, c'est un petit peu vers ça où on va aussi. C'est beaucoup de zigzags, mais in fine, si je prends mes graphiques à long terme, j'ai pas de décisionnel, j'ai pas de consensus. Donc, je suis en train de normaliser et de neutraliser. Et finalement, c'est exactement ce que veulent les banques centrales, c'est exactement ce que l'on veut. On veut éviter un choc et on veut normaliser le truc dans le temps. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on va normaliser le truc dans le temps et on va commencer à avoir de la volatilité, mais petit à petit à la réduire et à être dans des figures larges de congestion, dont l'issue nous donnera le là. Et là, pour le monde disant américain, en fait, tout ce que je fais, c'est juste que j'ai annulé le risque que j'avais d'avoir peur de la récession, parce que c'était un risque qu'on avait mis en place à partir de juillet, les marchés avaient baissé, il y avait même eu le carry trade, etc. Il y a eu quand même énormément de volatilité sur les marchés américains, avec un plus bas le 5 août. Donc c'était là où il y a eu le pivot, justement, sur le carry trade, mais aussi derrière, sur le fait qu'on commençait à avoir des stats qui prouvent que, bon, le ralentissement économique, oui, ça ralentit, mais c'est pas encore un truc qui s'accélère en exponentiel. Donc on a encore des stats qui tombent et on a encore notamment demain, je fais la vidéo là ce jeudi, donc demain on aura d'autres stats qui vont tomber, notamment sur l'emploi. Donc en gros, le marché lui va être dans l'expectative. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si demain les stats de l'emploi baissent plus que prévu? Eh ben, on va rejouer à se faire peur en mode ah tiens, est-ce que le ralentissement économique va pas commencer à s'accélérer? Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à nouveau à se dire, ben, la Fed va devoir baisser les taux. Parce que la Fed maintenant n'a plus un seul regard sur l'inflation, mais elle a un regard sur l'emploi. Donc, et vous repartez pour un tour. Et ainsi de suite. Et vous construisez votre figure. Ok? Même si demain, à la limite, les stats emploi sont meilleurs que prévu, et donc on se dit, bah, il n'y a pas de ralentissement économique, les gars. C'est même pas, c'est pas un hard landing, c'est même pas un soft landing, il n'y a pas de landing du tout. Et en fait, donc, vous avez les taux qui remontent parce qu'on se part du principe, si vous voulez, que la Fed va pas baisser les taux plus que ça. Et donc, on a anticipé pendant tous ces mois que le pivot de la Fed, la baisse des taux, etc. Et on va se dire, ben mince alors, on va pas revenir dans une japonisation, on va pas revenir avec des baisses de taux, etc. Mais l'inflation, elle continue de baisser. Ok? On va même potentiellement ressortir le mot déflation à un moment donné ou à un autre. Premièrement, en Europe, mais au-delà de cela, c'est bien comprendre, si vous voulez, que vous pouvez très bien avoir 2 3 mois de oh mon Dieu, on va vers de la déflation, etc. dorénavant, ralentissement économique, déflation, avant de vous rendre compte que vous avez un bas de cycle sur le manufacturier, que vous avez une reprise des pays émergents, que vous avez une demande qui est toujours forte en termes de matières premières et compagnie, et qu'en fait, on est dans une transition. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, qu'on va rejouer le value, le cyclique et le manufacturier sur le prochain cycle. Ce prochain cycle, on peut décider de le jouer et de l'anticiper. Puis vous avez une sous-vague en disant ah ben mince, on a un ralentissement plus vite que prévu, donc vous avez les corrections. Mais en fait, vous n'avez pas fini de jouer ça. Vous êtes en train de construire le thème qui fera consensus et qui fera tendance et ça sera ça, ces valeurs-là qui deviendront qualité plus tard. Mais pour l'instant, on est en train de construire le thème. N'oubliez pas que la récurrence des revenus, la visibilité des revenus, les capex qui réduits, etc. Aujourd'hui, c'est des valeurs de GAFAM, c'est des valeurs de magnifiques qui ont cette casquette-là. Mais demain, ça peut être un sidérurgiste. Tout dépend du changement de cycle et du rebond du manufacturier. C'est ça qu'on regarde. Et donc, vous pouvez avoir des aléas parce que c'est les anticipations du marché, un coup oui, un coup non, et donc on construit avant que ça fasse consensus.
et que tout le monde soit d'accord, et là, vous avez la tendance. Et c'est ça qu'on est en train de construire aujourd'hui. On est en train de construire les figures dont l'issue nous donnera le là et les prochaines tendances à valider pour le moyen long terme. Et ça, il faut donner le temps au temps. On a besoin, c'est un paquebot l'économie, on a besoin de donner le temps au temps et de construire les choses. Donc, le 10 ans américain qui est en train de remonter, c'est pas forcément mal dans le sens où en fait, on vient juste annuler et nous expliquer que on valide le fait que l'économie US pour l'instant est très très bonne. Donc je reviens dans ma normalité et j'attends. J'ai besoin de plus de stats pour vraiment valider mon rebond du manuf ou au contraire me dire ah, c'était qu'une question de temps, ça commence à s'essouffler. La Fed est toujours dans une politique contraignante parce qu'elle a les taux supérieurs à l'inflation et à la croissance économique. Les gouvernements sont toujours dans des déficits, que ce soit Trump ou Harris qui gagnent. On nous a bien expliqué que les déficits continueraient, mais ils vont être moindres. Donc à un moment donné, si vous voulez continuer de croître et amortir la chute de votre PIB, enfin la baisse de votre PIB progressive, parce qu'on parle quand même de 2% de hausse du PIB, hein, on rêverait d'avoir ça en France, vous êtes obligé à un moment donné de compenser. Si vous avez moindre déficit de gouvernement, vous avez donc moindre inflation, mais c'est la Banque centrale qui doit relancer, enlever son quantitative tightening, refaire du QE et baisser les taux de manière graduelle. OK? Et ça, vous devez compenser. Et ça, c'est pas inflationniste. Ce qui est inflationniste, c'est les dépenses des gouvernements. Moi, quand je vois un gouvernement, si vous voulez, qui a des déficits publics à 6 ou 7%, ben, j'ai peur que l'inflation reparte. Si je vois les déficits publics qui commencent à baisser, à être sur la pente descendante pour redescendre en dessous des 4,3, eh ben, on est dans la normalité des 25 dernières années où on a connu très peu d'inflation. Et là, la question, ça sera une autre question, si vous voulez. Mais le débat aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que les 10 prochaines années, on construit quelque chose plus en mode stagflation, et donc value cyclique, matières premières et compagnie, ou pays émergents, retour de surperformance à l'international, ou est-ce qu'on retombe dans la japonisation des choses? C'est-à-dire taux très bas, déficit, des plans, guerre des monnaies, évidemment, pour compenser tout ça, et on rentre dans tout un tas d'aléas, si vous voulez, par des taux qui sont négatifs. Taux réels, on parle taux réel négatif. Et donc là, on tombe dans complètement autre chose, si vous voulez. Donc c'est ça qu'on est en train de décider là. Et il faut donner un petit peu de temps. On est en train de normaliser le truc, il faut donner un petit peu de temps. Donc quand je vais regarder mon CAC 40, je vais retrouver une faiblesse toujours sur le CAC 40 qui casse maintenant la petite figure ici. Donc l'éveil, c'est de se dire on va revenir chercher les 7002, ça serait l'idée. On peut toujours avoir des pullbacks, mais en gros, tant qu'on ne va pas refermer ce gap ici sur les 7005, c'est casquette prudence sur le CAC 40. Parce que ce qui est très intéressant sur le marché actuel, c'est qu'il est très hétérogène. Si vous regardez les indices, vous pouvez vous inquiéter parce que vous avez les grosses valeurs qui pataugent, mais il y a quand même beaucoup de valeurs, on va dire, un petit peu en mode Céline Dion, où les derniers deviennent les premiers. Et on a de bons rebonds, de bonnes réactions sur des trucs qui n'ont rien fait, qui sont au ras des pâquerettes depuis des mois, et qui sont là où la performance est en train de se faire actuellement, avec des bons rebonds. Donc pour moi, toujours est-il que vous voyez, on reste dans une très large figure sur le CAC 40. Là, on casse une petite figure, mais c'est une petite figure qui est à l'intérieur d'une plus large. Et donc, pour moi, je veux dire, tant qu'on est au-dessus des 7100, 7002, d'un point de vue moyen-long terme, j'ai pas de retournement baissier du marché à entrevoir. Ok? Si on passe en dessous de ça, oui, là, on pourra commencer à se dire que c'est pas terrible. Évidemment qu'à court terme, c'est pas terrible tant qu'on évolue sous les 7007, 7008. Il n'y a vraiment pas de risque à prendre, je serais tenté de dire. Et il y a pas une volonté, si vous voulez, de jouer un retournement sur le marché. C'est une neutralisation qui est en train de pencher vers le bas de la figure. Et ça, voilà, c'est une invite à la prudence. Au niveau du pétrole, il y a des choses très intéressantes qui vont se passer sur le pétrole, parce que là aussi, c'est un petit peu simple. Soit on casse par le haut, et on parle donc reprise des émergents, reprise des manufacturiers, reprise de la consommation du pétrole, et donc reprise de l'inflation, et donc baisse du pouvoir d'achat sur le consommateur in fine, et éventuellement récession, parce que à la hausse, dans le quintet, si vous voulez, de la première hausse des matières premières, ça peut être bien vu pour le rebond manufacturier et compagnie, pour la relance de consommation, mais si vous avez une hausse du pétrole qui est trop importante, ça impacte évidemment votre consommateur et donc, in fine, votre ralentissement économique. Ou au contraire,
Ou au contraire, on a besoin de remplir les cuves US stratégiques, on a besoin de finir peut-être un paquet de guerres à droite et à gauche, on a toujours besoin de mettre sous pression la Chine, donc droit de douane et compagnie, donc on peut impacter un petit peu plus la croissance mondiale et se dire que on peut accepter vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, etc., et du Moyen-Orient, qu'à un moment donné, il y a un choix à faire entre je sais quelles sont mes réserves de pétrole dans mon sol, j'ai deux choix qui s'offrent à moi, soit je cherche à produire le moins possible pour soutenir les prix, pour vendre plus cher, mais vendre moins et éventuellement dans, je ne sais pas, X années, je me retrouve avec du pétrole dans mon sous-sol que j'ai pas su vendre à temps, et aujourd'hui il y a une moindre demande, ou j'accepte d'augmenter mon offre, d'augmenter ma production pour vendre le maximum en volume, en acceptant de le vendre moins cher, mais je fais mon beurre sur le volume, parce qu'à côté de ça, mes autres investissements sont pas très bons, et dans ma gestion, on va dire, du gouvernement au Moyen-Orient, on voit que, à un moment donné, si vous voulez, il y a la ratisseuse qui passe et il va falloir quand même payer. Donc il y a ça aussi. Et ça peut créer une suroffre par rapport à une demande qui est un petit peu en ralentissement ou en normalisation, et c'est ce qui peut vous faire casser le pétrole et aller chercher les 60 $ éventuellement. Ce qui en plus peut mettre une pression supplémentaire sur les BRICS, c'est pas, les Américains ne sont pas contre, et ce qui en plus peut éventuellement aider les Américains à renflouer leurs réserves stratégiques à pas cher. Là aussi, ils ne seront pas contre. Et en plus, c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour l'inflation, c'est bon pour dire, eh, vous voyez les gars, je suis arrivé à la Maison Blanche depuis 90 jours, et regardez déjà, les premiers trucs que je fais, pim pam poum, c'est bien pour votre V8, pour mettre vos galons. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc là aussi, on est à un tournant. On sait pas encore, ça va se décider. C'est ça qui est intéressant pour le marché, c'est ça qui peut créer les incertitudes, et donc c'est ça qui peut créer la volatilité. Mais actuellement, comme on n'a pas d'incertitude sur tous ces éléments-là, les marchés actions continuent de performer, et c'est maintenant qu'on va décider, est-ce qu'on crée les incertitudes ou pas. Quand je vais voir mon euro-dollar, même chose, tout le monde vous dire, vous voyez, le dollar est très très fort, mais regardons la chose dans son ensemble. On est toujours dans la construction de notre figure. C'est toujours des yo-yo qui, pour l'instant, vous voyez, se resserrent. Donc c'est congestion, construction. Et j'ai besoin soit de casser ici par le haut et de me dire les Américains ont besoin d'un dollar faible pour pouvoir gérer leurs dettes, pour pouvoir gérer que le dollar reste omniprésent dans les dettes des pays émergents versus le yuan et compagnie, donc pour continuer de mettre la pression. Pour également leurs importations à exportation, c'est également un point important. Donc n'oubliez pas que les Américains, ça les arrange aussi, un dollar faible par les temps qui courent, ça peut les arranger. Et ça, c'est la surperformance pour l'international. Ou je n'y arrive pas, je casse par le bas, toi tu as raison, et en gros, la zone euro sombre, et on casse les 1,06 et on repart sur une parité de l'euro, un dollar fort, etc. Ça, pour moi, c'est le scénario de la récession, du signe noir qui pousse un petit peu les économies en récession et compagnie. Mais comme je vous l'ai dit, le seul signe noir que je verrais, ça serait finalement une baisse tellement abrupte du marché boursier et du marché immobilier que ça casse le moral des investisseurs et des consommateurs qui ont l'essentiel de leur patrimoine là-dedans et qui aujourd'hui vivent un effet richesse. Ils ont l'impression d'être riches parce que tout était au plus haut et donc continuent de dépenser. C'est ça aussi qui tient le marché. Et donc si la bourse baisse, si la bourse craque, eh ben, finalement, ça peut être le cercle. On pense toujours que c'est l'économie qui doit rentrer en crise pour que la bourse baisse. Non, vous pouvez avoir une baisse technique du marché parce que c'est la volatilité et puis ça fait peur, etc. Et donc, ça met en place l'effet boule de neige. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression d'être moins riche, le portefeuille est plus haut, on a besoin de liquidités à côté, éventuellement je perds mon boulot, etc. Bref, c'est l'engrenage, c'est l'effet boule de neige, et donc finalement, c'est la baisse de la bourse qui sert de déclencheur à l'accélération de la récession ou du ralentissement économique. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas voir la chose que dans un seul sens, une seule boucle. La boucle inverse est également vraie. Et pour l'instant, vous le voyez sur mon euro-dollar, je suis également dans une normalisation, construction, congestion au milieu du gué. Je n'ai pas de décision moyen terme macro à y voir à ce stade-là. J'ai de la volatilité, j'ai pas de décisionnel. Les taux, c'est exactement la même chose que j'ai en face de moi.
Et donc quand je vais regarder mon Nasdaq, il est sur le plus haut. Hier, on perd 1%. Aujourd'hui, on va perdre encore 1% parce que Microsoft et Meta s'est vendu les résultats. Mais il faut dire que voilà, le cours des actions a pas mal monté. Donc finalement, les résultats ne sont pas vraiment vendus. C'est juste qu'on revient à un niveau, si vous voulez, qui était le nôtre si on n'avait pas anticipé l'achat des résultats. Donc tout le monde a anticipé, 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 et finalement, on vend la nouvelle. Mais in fine, on reste sur des niveaux stratosphériques. Au niveau de mon Nasdaq, bah, je suis en train de taper un petit peu sur mes points de résistance. Donc si je consolide, bah, à la limite, c'est un petit peu normal. Si j'ai de la volatilité, bah, ça arrive, c'est normal. Mais est-ce que je continue comme ça, je casse plus tard? Ou est-ce que je casse ici par le bas et je commence à faire ça? Là, oui, on se dit qu'on est toujours, regardez la figure comme elle est large. Ok, tant que ça casse pas par le bas les 18 500 points, d'un point de vue moyen terme, je ne peux pas dire hop hop hop. J'ai un niveau intermédiaire pour moi qui est au niveau des 19 700 points. Tant qu'on tient ça, je veux dire, on peut y venir, on peut l'acheter, et c'est là qu'on verra la force des acheteurs. Est-ce qu'ils s'usent ou est-ce que c'est juste une reprise de souffle pour relancer vers des nouveaux plus hauts? C'est ça la question. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la hausse se fait essentiellement sur une poignée de valeurs, surtout sur le Nasdaq. On a eu la rotation et donc on a eu le rattrapage sur beaucoup d'autres valeurs. C'est ce qui permet au S&P de continuer de bien performer. Nvidia, c'est réellement le truc qu'on va attendre au tournant. D'ailleurs, regardez SMCI, qui est le troisième client de Nvidia. Les mecs, ils s'étaient fait délister en 2018 pour compte frauduleux. Ils sont en train d'aller vers un audit et Ernst Young a démissionné parce qu'il n'y a pas de transparence, parce qu'ils n'obtiennent pas finalement les données dont ils ont besoin pour pouvoir certifier que les comptes sont bons. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu là-dedans. Et ça, à un moment donné, si SMCI a truqué ses comptes, etc., bah, ça a un impact aussi sur Nvidia. Donc n'oubliez pas ça également, on n'est pas à l'abri d'éléments de ce type qui déclenchent finalement la baisse du marché au-delà des résultats microéconomiques parce que ça crée une incertitude, ça crée une peur et on se dit bah, si SMCI truque ses comptes, est-ce que j'ai pas un autre gars qui est un petit peu à droite et à gauche? Je veux dire, faut pas oublier, on est en 2024, mais Wirecard, Enron et compagnie, c'est, vous seriez impressionné, si vous voulez, de voir un petit peu les manipulations de compte qu'il peut y avoir. Alors après, voilà, pour moi, si on tient d'un point de vue graphique, on voit qu'on est en train de consolider, on va venir chercher la moyenne mobile 20, ok, on va fermer un petit gap ici, on va peut-être rebondir un petit peu dessus, si on la fait craquer, il faut s'attendre qu'on vienne travailler un petit peu cette zone des 19 008 à 19 007. Ok, mais il y a pas mort, si vous voulez. Regardez la volatilité qu'on a créée ici. Tac, 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 tac. Vous pouvez créer de la volatilité. On ne sait pas. Je ne sais pas si le marché va construire un truc dans le temps comme ça. Je ne sais pas si derrière il va relancer. Et je ne sais pas s'il va prendre peur comme ici et derrière me rebondir pour relancer ou pour me faire le pullback pour casser par le bas. C'est ça les différents scénarios. Aujourd'hui, je peux mettre ma casquette de la marche et compagnie, vous dire: «Eh, ça va se casser la gueule». Bah ouais, je prends pas de risque, hein, 50 de chance, hein. Je vous donne pas de timing, je vous donne pas quand, je vous donne pas l'objectif baissier, c'est une chance sur 2. Donc l'idée, c'est plus de se dire que un krach boursier, ça n'intervient pas du jour au lendemain, sauf météorite ou Covid qui vous tombe sur le coin de la gueule, mais ça intervient, si vous voulez, dans une construction dans la majorité du temps. Tout le monde a peur du truc qui arrive le plus rarement du temps, et ce qui arrive le plus souvent dans le temps, c'est que ça se construit aussi. Donc ici, je ne peux pas juger. Si on commence à être un peu plus ici, je jugerai peut-être un petit peu plus. Il me faut plus de chandeliers pour pouvoir juger un petit peu, comme sur le CAC 40. On voit bien que, voilà, ça va peut-être pas se cracher si vous voulez, mais il n'y a pas de raison non plus de s'emballer et d'acheter toutes les baisses sous couvert que c'est du luxe et tu comprends bien que c'est de la qualité et ça finira toujours par remonter. Ça, malheureusement, je pense que quelque part, j'en suis à souhaiter que le marché se casse un petit peu la gueule, parce qu'il faut que les mecs qui ont débarqué post-Covid comprennent un petit peu la leçon aussi. Et finalement, on apprend la leçon, ça sert à rien de le dire, on apprend la leçon que quand on la vit, on la retient en tout cas plus facilement. Donc pour moi, le Nasdaq, il est haussier point barre. C'est juste qu'à un moment donné, on est en train de passer les résultats, il reste Apple ce soir, il va rester surtout Nvidia plus tard, et surtout les élections américaines la semaine prochaine. Ça peut créer de la volatilité de court terme. Comme vous voyez, ça peut être de la volatilité importante en termes de nombre de points. Mais est-ce que ça change le schmilblick à moyen terme? Non, je ne peux pas le dire encore aujourd'hui. Donc c'est là où on en est.
Si je vais regarder, l'argent et l'or, on est haussier point barre, j'ai rien à dire, mais là aussi, on commence à mettre des mèches. On peut faire des petites consos, pour relancer éventuellement ou commencer à construire. Voilà, là, j'ai rien de plus à dire non plus. On est haussier, on est au-dessus des niveaux qui nous intéressent. C'est la même chose, si ça veut consolider, ça consolide. Ce qui m'intéressera, c'est où est-ce qu'on va chercher la consolidation? Quels sont les niveaux qui tiennent, qui servent de support? Est-ce qu'on relance avec vigueur ou pas de vigueur? Et voilà, et petit à petit, c'est là où on instaure les choses. Il y a beaucoup de personnes souvent qui vont me reprocher, qui vont me dire: «Ouais, mais au jour le jour, tu me dis pas, il faut acheter, il faut vendre, ça va aller là, ça va aller là». Je suis pas madame Irma. Moi, en fait, si vous voulez, 80 du temps, le marché ne me donne pas suffisamment d'éléments pour décider. Et 20 du temps, je vais être dans les probabilités supérieures qui me donnent un avantage. C'est-à-dire que je suis au niveau de mes indicateurs techniques, au niveau du niveau graphique, au niveau des moyennes mobiles, au niveau du prix, au niveau de mes évaluations macro et de mon imbriquage de briques, etc. Je suis au moment opportun parce que j'ai une décision et un signal clair qui m'est donné par le marché avec des repères qui me permettent d'élaborer un plan où je me mets dans les meilleures dispositions et les meilleures probabilités. Et ça, c'est quoi? C'est 20 du temps parce que comme je joue pas mal d'actions et cetera, c'est un petit peu tous les jours, j'ai toujours un truc d'intéressant. Mais si on joue que les indices, si on regarde que les indices, bah, forcément vous réduisez ou les ETF, forcément vous réduisez le moment où qui est opportun et donc vous passez plus de temps à attendre le moment opportun que effectivement à l'avoir et à agir sur ce moment important. Les gens comprennent pas, le trading, si vous voulez, ou l'investissement en bourse, c'est pas, tous les jours, toutes les secondes, avoir un truc, penser un truc, faire un pari. Non, c'est en fait, vous êtes dans l'attente. On est constamment dans l'attente. C'est pour ça que je vous parle de construction. Il y a des mecs dans les commentaires dans YouTube, qui écrivent: «Ah, tu parles tout le temps de construction» et cetera. Mais parce que c'est ça qui fait la tendance. Allez voir les vidéos d'il y a quelques mois et je vous parlais des top départs et je vous parlais des fins de congestion et des top départs. C'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, sur 10 vidéos que je vais faire, il y en a 8 qui vont être en train de vous dire: «Regardez ce qu'on est en train de construire. C'est ça le plan, c'est ça qu'on peut imaginer, c'est ça le scénario, c'est ça l'hypothèse de travail». Mais je n'agis pas encore. J'attends le moment opportun d'exécuter. Et il va y avoir une vidéo qui va vous expliquer, pam, c'est le moment à exécuter, mais comme chez ces vidéos hebdomadaires, si vous voulez, bah, ça peut être le mardi où il fallait exécuter et je fais la vidéo le vendredi. Et une vidéo qui va être, voilà, ça s'est exécuté, ça s'est validé, c'est ça qu'on vise, c'est ça, c'est comme ça qu'on va jouer. Alors évidemment, quand je suis dans l'académie, au jour le jour, j'accompagne tout le monde et donc je parle. Donc comme on suit plusieurs actifs, bah, il y a toujours un truc intéressant, il y a toujours un truc qui est au bord de casser, qui casse, qui valide le plan. Donc ça fait de l'animation, si vous voulez, vous avez toujours un truc qui se passe. Mais si vous regardez les marchés avec une vue plus éloignée, plus moyen terme, comme j'essaye de vous donner ici, d'une manière hebdomadaire, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas tous les jours un truc de nouveau à penser. On est dans de la construction, d'hypothèses et honnêtement, si vous regardez depuis le début, heu, on a un petit peu eu toutes les hypothèses et cette année encore, on avait eu, les minières en début d'année, ça s'est prolongé ensuite. Il y a eu un coup d'uranium aussi. Les rotations, qui se sont effectuées, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Où sont les rotations?» «Les rotations sont là, regardez, ouvrez les yeux, vous avez les rotations». Ce qui nous manque, c'est de dire que les rotations deviennent un nouveau cycle, une nouvelle tendance, c'est-à-dire une surperformance des valeurs value cycliques par rapport aux valeurs de croissance. Ça, on n'y est pas encore. C'est normal, le marché, il est en train d'hésiter, il joue un petit peu, il jouait en 2022-2023, il a joué par alternance. Là, cette fin d'année, il joue les deux de manière équivoque. Et peut-être que l'année prochaine, il va finir par se décider sur une nouvelle tendance. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, il faut attendre que tout se mette en branle. Il faut attendre que il y ait un alignement des planètes, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, toujours j'espère la plus complète possible. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je pense que ça peut énormément vous apporter également, où j'essaye de partager un petit peu, 20 ans de bourse déjà. La moitié de ma vie est consacrée à la bourse et donc si vous voulez, toujours la synthèse. Essayer de synthétiser. La vraie compétence, je pense, de l'investisseur, c'est sa capacité à synthétiser, à imbriquer les choses et et à prendre le temps et à comprendre que, voilà, au jour le jour, faut pas se faire embarquer par le bruit de marché et la volatilité. Donc les élections américaines, pour moi,
en tant que tel, qui sera élu, c'est du bruit de marché. Il faudra attendre nécessairement 3 mois, je sais pas, 3, 4, 5 mois pour vraiment savoir ce que le marché va vraiment en penser. Comme vous voyez, on a eu tellement d'évolutions fortes qu'on est dans des figures qui sont très larges. Donc on peut avoir beaucoup de volatilité au sein de ces figures sans que ça veuille dire grand-chose à moyen long terme encore. Donc on a besoin de construire les choses. Il faut être prudent, je dirais, à court terme parce qu'on voit qu'en effet, on peut avoir des retours de bâton sur pas mal de choses, mais c'est un avis court terme qui peut retrouver la volatilité. Donc c'est essentiellement pour les personnes qui sont peut-être trop surpondérées et qui ne se rendent pas compte du risque qu'ils prennent éventuellement si le marché venait à reperdre subitement 3, 4, 5%. Et ça changerait rien au schmilblick encore à ce stade-là. Voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les suivantes. Je vous fais, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur les 40 valeurs du CAC 40, parce que je pense que c'est peut-être un bon moment, maintenant que le gros des résultats est passé, il en reste encore pas mal, mais le gros des résultats est passé pour voir un petit peu où on est, quels peuvent être les niveaux d'achat pour un moyen long-termiste pour éventuellement réexécuter, ce genre de choses-là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, ou une vidéo normale. Je vais faire ça dans la foulée. Et je vous souhaite un bon week-end, et vraiment, regardez la vidéo que je mets à l'écran. Salut les graphes.